Hello les curieux de l'IA et bienvenue dans AI My Job. Je suis Barbara Meyer, tout juste revenue de la Silicon Valley où j'ai passé 10 ans à fédérer et optimiser les talents pour des startups en forte croissance. Chaque semaine, je reçois dans ce podcast des invités qui vivent l'IA de l'intérieur pour la décrypter sous l'angle humain et comprendre concrètement comment elle façonne nos métiers et nos expertises. Ma conviction, la technologie avance plus vite que la plupart de nos compétences, alors sans perdre plus de temps, AI My Job, c'est parti! Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais très envie d'explorer comment l'intelligence artificielle transforme en profondeur le monde du leadership et pour en parler aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laïla Labadi. Salut Laïla. Bonjour Barbara. Alors Laïla, tu es une ancienne consultante en stratégie et transformation digitale et aujourd'hui tu aides les dirigeants d'entreprises qui veulent scaler leur activité. Alors, tu prônes pour un leadership conscient et tu vas nous expliquer ce que tu entends par leadership conscient. Et tu alignes les talents pour une performance collective dans des entreprises. Alors, dans cet épisode, tu vas nous partager ton regard inspiré sur l'influence de l'IA sur les pratiques managériales et ce que toi, tu penses de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une formidable opportunité d'innovation humaine? Et surtout de renforcement de la collaboration. Alors, tu seras tout bientôt maman d'un livre. J'aime bien dire maman d'un livre qui va s'appeler The $1 Billion Purpose, qui sort bientôt au printemps. Et tu explores comment concilier la performance au sens durabilité. Là, il y a une première question, et tu choisis, soit c'est l'intelligence artificielle qui l'a préparée, soit c'est moi. Donc, tu choisis humain ou robot. Je choisirai toujours l'humain. Top. Ah bah écoute, tu choisis easy. Aujourd'hui, c'est une question à la fois facile et à la fois pas si simple, mais j'avais envie de te poser la question de quel est ton leader le plus inspirant et pourquoi? Aïe. J'aurais peut-être dû choisir le robot, il aurait choisi une question plus simple. Alors dans la complexité humaine, je dirais que j'en ai 3 qui me viennent en tête, et qui viennent de parcours différents et ce sont toutes les 3 des femmes. J'adore. J'en ai une, qui est, Elisabeth Moreno et dont j'ai eu la chance, d'obtenir, une préface, donc de la part d'Elisabeth Moreno. C'est un exemple pour moi et parce qu'elle incarne à la fois, le leadership engagé, elle incarne la résilience, elle incarne, le fait de ne pas se mettre de fausses barrières, de pouvoir, venir de n'importe où et créer avec authenticité et prendre sa place. Hem, J'aime beaucoup, aussi, Brené Brown, la manière dont elle adresse, le leadership, avec une manière très féminine qui parle de vulnérabilité, qui parle d'authenticité. Donc voilà, c'est une 2e personne, j'adore, j'ai lu, je pense, tous ses livres et puis, je pense à une 3e personne qui est, Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre, en Nouvelle-Zélande, qui pour moi a incarné la résilience justement, durant le covid et a eu des idées qui allaient à l'encontre, du push, push, push et qui étaient beaucoup plus dans l'intelligence collective, qui étaient beaucoup plus dans l'empowerment et je pense que le monde a besoin de leaders, comme ces 3 que je viens de présenter et voilà, ce sont 3 femmes qui viennent de 3 endroits du monde complètement différents et volontairement, je les ai choisies comme ça parce que pour moi, voilà, j'aime bien construire des ponts et peu importe d'où on vient, on peut s'en rendre compte, en fait, on peut avoir de l'authenticité, on peut avoir la résilience, peu importe d'où on est, d'où on vient et donc c'est important pour moi d'apporter cette richesse et d'apporter ces 3 exemples pour illustrer ce qui m'inspire.
et 3 exemples qui ont, le courage de partager leurs opinions, et d'inspirer les autres. Absolument, et qui se sentent intégrés dans le système, en fait, et qui ont transformé le système. Qui se sont pas dit: «Ah non, le système, c'est pas bien, je vais sortir du système et je vais créer», mais qui ont ramené le changement au cœur du système pour impacter justement plus de monde, au lieu d'être là à l'encontre et d'être là en confrontation. Elles ont su, surfer la vague et elles ont su aussi apporter leur part de contribuer au système tel qu'elles sont. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce beau partage. Alors, en parlant de leadership, toi, tu accompagnes des leaders. Est-ce que est-ce que tu peux, nous dire quelle est la caractéristique, commune que tu vois dans ceux qui font bouger les lignes et puis, de l'intérieur sans forcément, s'exprimer? On les voit pas forcément sur LinkedIn, mais ils sont très nombreux à faire bouger les lignes, notamment, sur la santé et l'environnement. On les entend pas assez sur ces 2 domaines. C'est vrai. Mais toi, tu te dirais quel est le trait commun des leaders que tu accompagnes? Alors le trait commun, je dirais une forte, passion et une connexion à ce que j'appelle un higher purpose. Donc quelque chose qui est plus grand qu'eux, quelque chose qui est plus grand que, un le fait d'être, entrepreneur pour, voilà, pour une raison personnelle, c'est beaucoup plus fort que ça. Ils sont connectés à quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'eux, et il y a une petite voix à l'intérieur d'eux, parfois un peu de colère. On retrouve un peu de colère, et en fait cette colère, lorsqu'ils savent et qu'ils apprennent à communiquer avec cette colère-là, eh bien, c'est une colère qui est innovante. C'est une colère qui apporte des solutions, et donc lorsqu'ils écoutent des business advisors qui sont là pour dire: «Non, mais en fait, le business, ça doit fonctionner comme ça, et si tu fais pas comme ça, tu vas tuer ton entreprise, et si tu réduis pas tes coûts ainsi, tu vas», et qui disent: «Non, mais en fait, ça me convient pas, ce n'est pas aligné avec moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire». Avoir cette conviction-là, de la pousser et de se faire entourer des gens qui croient en cette conviction-là. Pour moi, c'est ceux qui gagnent le plus, et ceux qui transforment, qui ne on n'est pas dans le fait juste de copier, mais on est en fait de transformer, d'innover. Alors, il y a une espèce de revanche sur la vie dans ce que tu décris, hein, c'est vraiment le côté un peu, j'ai une revanche sur la vie qui rejoint un peu la description des leaders que tu faisais, plutôt sur la résilience, c'est-à-dire, je résiste et j'ai envie d'aller au bout de mes convictions et de mon purpose. On va faire la définition ensemble, si tu veux bien, de la différence entre purpose et vision, mais et après toi, je reçois un entrepreneur sur la santé, parce qu'on démarre une saison sur la santé, et l'intelligence artificielle, et cet entrepreneur, il a eu ça, c'est-à-dire qu'il a eu l'opportunité de rejoindre un accélérateur et il s'est dit: «Je n'y vais pas. En fait, je ne vais pas dans cet accélérateur parce que ça va me mettre dans des cases et je n'ai pas envie». Sa start-up, est un très beau succès et voilà, vous en saurez plus, dans l'épisode suivant. Mais exactement, je pense que lui, typiquement, quand, il va t'écouter, il va se dire: «Mais oui, moi, cette petite voix, je l'ai eue, cette conviction profonde et que, il fallait que je le fasse par moi-même pour pouvoir défendre mon idée, à la fois de l'entrepreneuriat, mais à la fois, de la médecine». Donc, purpose, vision, c'est quoi la différence? En fait, le purpose, c'est quelque chose souvent, pas très concret. C'est assez abstrait, c'est une gêne, on le sent émotionnellement, c'est une petite gêne, c'est un petit inconfort, c'est typiquement je vais à un magasin et j'essaie d'acheter un vêtement, et puis je regarde que tout est fait ailleurs, qu'il y a voilà, que tous ces vêtements, ils ont traversé toute la planète pour venir chez moi. Je prends conscience, et c'est là où intervient la conscience. Je prends conscience de ce que je consomme. Je prends conscience de ce que je produis, de ce que je consomme, de la manière avec laquelle j'interagis avec le monde, et cette conscience-là va me donner un sens de purpose. J'ai envie de créer quelque chose, donc j'ai envie de répondre à un problème qui existe aujourd'hui et qui me tient à cœur, et c'est un purpose. Maintenant la vision, c'est: «Oh!» c'est: «Bah, j'en fais quoi?» J'en fais quoi maintenant? Donc j'ai un purpose, et donc j'ai envie de transformer les choses, et parfois, on peut commencer petit. Donc c'est là où je différencierais, les 2.
Alors sur le purpose, c'est évidemment, on saurait trop vous conseiller, Simon Sinek. Le why, c'est indispensable quand on commence à se poser ce genre de questions entre, la vision, là où je veux aller. C'est plutôt une idée claire de là où va l'organisation et puis le purpose, c'est le why, le pourquoi et tu l'as bien défini avec tes convictions, personnelles profondes. 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. Alors, si on plonge directement, dans le cœur du sujet de l'IA, aujourd'hui, l'IA générative permet d'avoir des conversations qui vont t'éclairer évidemment et qui peuvent t'aider dans la prise de décision et justement d'avoir des prises de décision éclairées parce que si tu as une conversation et que tu pousses l'AI générative à justifier son choix et que toi tu le challenges et cetera, tu peux arriver à avoir une conversation éclairée avec une intelligence artificielle qui te guide dans des choix. Et aujourd'hui, même d'un point de vue stratégique, moi j'ai des entrepreneurs qui me disent je prends des directions et des décisions avec l'intelligence artificielle. Donc il y a 2 sujets sur les leaders. Il y a ça, donc la décision stratégique, comment ils vont utiliser l'intelligence artificielle, enfin comment ils l'utilisent déjà. Et puis le deuxième, c'est le manager ou le leader augmenté, c'est-à-dire comment ils s'en servent. Et aujourd'hui, l'IA générative permet à tous les leaders, même s'ils ont pas d'empathie, et ça, on en a beaucoup parlé dans l'épisode avec Elisabeth Mouchy, c'est est-ce que l'IA te permet de manager et de leader parce qu'elle te donne les outils finalement. C'est un second toi avec de l'empathie, presque. Si toi, tu n'en as pas, si le leader en a pas, en tout cas, tu peux t'aider à communiquer avec les autres. Donc, premier sujet, comment tu vois les leaders que tu accompagnes? Est-ce qu'ils t'ont déjà partagé, qu'ils utilisaient l'IA? Comment? C'est une superbe question et je vais revenir au concept de la responsabilité dont on a parlé tout à l'heure et les sujets de fond et de forme. Là, dans ce que tu viens de décrire, c'est, alors pas avoir peut-être d'empathie dans la forme, donc donc quelqu'un qui va aller chercher, à écrire un message avec de l'empathie pour, son équipe, c'est quelqu'un qui, au fond, est empathique. Autrement, il ne chercherait même pas à aller, trouver la formulation qui conviendrait le mieux à son équipe. Donc il y a un sujet ici sur le fond et la forme et c'est très, très, très important, que de ce niveau-là, en fait, de bien le comprendre et comprendre ce niveau de responsabilité. La responsabilité finale revient à l'humain. Ce qu'on va faire de l'IA revient à l'humain. Maintenant, l'IA peut nous aider à brainstormer. Personne ne m'a prévenu qu'il fallait réfléchir à long terme. Et c'est là où il y a un rôle de responsabilité à avoir et de recul à avoir par rapport aux réponses qu'on a. C'est-à-dire que parfois, eh bien, on a des choses qu'on a données. On a des choses qu'on a entraînées. Des réflexions, ça peut alimenter des réflexions qu'on a nous-mêmes. Et j'entendais aussi, il y avait une amie une fois qui me disait, je lui disais que j'avais un coach professionnel, je dis: «Mais j'adore ce coach» et elle m'a dit: «Mais tu sais Leïla, en fait, les gens qu'on adore parfois, ce sont les gens, qui viennent renforcer nos convictions». Et en fait, l'IA parfois elle fait ça. Donc si tu lui dis à l'IA, quelles sont mes qualités, machin, souvent, ça va être assez flatteur et on adore ça. Alors, ce que tu dis, c'est que l'IA, c'est un peu l'horoscope. C'est-à-dire, tu le lis, tu peux l'utiliser comme un espèce de biais positif en disant: «Ah non, mais je vais demander à l'IA de m'aider à renforcer mes propres opinions». T'es Madame Irma. T'es Madame Irma. Un peu comme je lisais l'horoscope en me disant ça va être une belle journée aujourd'hui ou je vais à une soirée et l'horoscope me dit c'est une belle journée pour rencontrer l'âme sœur et donc tu y vas, tu es motivé comme jamais. Mais voilà, c'est des choses qui sont génériques, mais c'est l'interprétation quand tu la lis qui est importante. Et donc dans l'analyse prédictive, donc ce que fait l'IA, effectivement, il y a
elle anticipe, parce que tu la nourris de conversation, donc pas dans tes premières conversations, mais ça fait 1 an et demi que tu l'utilises et effectivement, elle anticipe sur ton propre, besoin et ce que tu aurais pu dire, toi-même. Donc en fait, elle te renforce dans l'idée, mais si on ramène ça à un manager qui l'utilise pour gagner de la confiance en soi ou tu vois que ce soit un jeune manager ou même tu vois un jeune employé dans son premier boulot qui a envie de comprendre comment mieux communiquer avec son propre manager, moi j'ai envie de dire c'est génial parce que si ça renforce votre confiance en vous et que ça vous aide à formuler des choses que vous n'arrivez pas forcément à formuler, mais que vous avez une bribe ou un début d'information, il faut l'utiliser dans ce sens-là. Absolument. En fait, il y a pas de mal à ça du moment qu'on garde l'humain. C'est-à-dire que on ne perd pas, la connexion humaine. De se dire: je sais pas quoi répondre à ce gars-là, je vais demander à l'IA, allez hop, vas-y». Voilà, c'est l'intention qu'on met derrière. C'est quoi notre intention? Est-ce que notre intention, c'est de trouver une formulation qu'on a du mal à trouver soi-même et voilà, qu'on n'arrive pas encore à articuler? Très bien. Si l'intention, c'est de se débarrasser de cette personne ou de l'envoyer bouler ou machin, en fait, tout ça va se ressentir au niveau de l'énergie. Et puis l'IA, maintenant, les gens l'ont tellement côtoyé qu'ils savent reconnaître un message de l'IA, un message qui n'est pas IA. Et donc l'interprétation qu'ils vont en faire, elle va être au-delà du texte. Ah mais c'est vrai dans mes premiers épisodes, je comparais tout le temps, l'IA avec le Thermomix. J'avais rencontré, Luc Julia et j'y avais donné l'anecdote. Il m'avait dit: «Ouais, non, mais c'est exactement ça, les gens vont s'en lasser». En fait, non, les gens vont pas s'en lasser, mais l'œil humain va être capable de repérer un message, réécrit par l'IA d'un message un peu plus sincère. Ça, on sait que ça manque un peu de sincérité ou en tout cas, pour avoir la sincérité dans les messages, il faut vraiment retravailler, son prompt et puis retravailler, les versions, avec, son GPT. Mais on pourrait quand même se dire que le manager qui utilise l'IA au quotidien, il a une opportunité formidable de rester connecté avec ses employés parce on lui apprend ou on l'aide à communiquer avec les autres. Ça, c'est sûr. Et puis, le risque, c'est de se dire, en fait, il va déléguer son cerveau émotionnel, son quotient émotionnel à une AI. Il va être que dans l'opérationnel. Donc, en fait, il va devenir de moins en moins empathique. Et donc là, on renverse les équilibres puisque aujourd'hui, tu vois, on se plaint que les managers et leaders sont pas assez empathiques, mais si en plus on leur dit non mais utilisez l'IA parce que comme ça vous allez créer des messages empathiques, mais en fait on les déresponsabilise complètement sur comprendre l'autre, comprendre l'humain et donc tu vois, ils délèguent leur quotient émotionnel à une intelligence artificielle et c'est ça le risque. Alors j'ai une autre solution pour ça. Une autre solution, c'est de déléguer la partie opérationnelle. En fait, aujourd'hui, toute, l'évolution qu'on a eue de la technologie, finalement, elle nous invite à automatiser ou passer moins de temps dans ce qui est des tâches, rébarbatives ou des tâches qui sont isolées, qui sont faites de manière isolée, que chaque personne peut faire, d'accord? Et nous invite plus à aller dans la connexion. Et pour moi, l'IA, typiquement, quand on a des tâches qui sont bien claires, bien ficelées, des process qui sont récurrents et cetera, développer l'IA pour pouvoir automatiser certaines tâches qui sont, déjà claires et qui sont faites en isolation. Typiquement, tout ce qui est, spreadsheet, tout ce qui est, PowerPoint, tout ce qui est donc passer moins de temps devant des PowerPoint, passer moins de temps devant des présentations, passer moins de temps derrière des calculs. Utiliser l'IA pour ça et aller à la rencontre humaine. Aller à la rencontre de l'intelligence collective. Parce que en fait, quand on utilise l'IA pour, automatiser ce qu'on maîtrise déjà, c'est une opportunité de grandir. Tout dépend de l'usage. Donc quand on l'utilise comme opportunité de grandir en automatisant ce qu'on sait déjà, en allant au contact de l'autre, cela nous permet de collectivement devenir plus intelligents. Plus intelligents émotionnellement, plus innovants, plus créateurs, plus connectés à notre écosystème, plus connectés à nos clients. Parce qu'on va à l'écoute de nos clients, on n'est pas là juste devant, de la data analysée, c'est quoi les tendances clients? Non, on va les écouter. Donc du coup, il y a toute une opportunité à aller à l'encontre de l'autre, à co-créer avec l'autre, à innover avec l'autre
Et donc, cet usage de l'IA dans ce sens-là, pour moi, il est beaucoup plus susceptible de nous faire grandir, de nous connecter, de créer de la valeur que dans l'autre sens. En fait, il est là pour automatiser ce qu'on sait déjà et nous pousse à aller grandir dans là où il y a de la peur. Et là où il y a de la peur, il y a de la croissance. Il faudrait pas qu'on fasse l'inverse, qu'on reste dans notre zone de confort et qu'on donne à l'IA qu'on donne à l'IA ce qu'on ne sait pas faire. C'est là où la responsabilité intervient. C'est prendre la responsabilité de qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je peux déléguer et aller croître. Parce qu'en fait, si je le fais dans l'autre sens, et ça, ce n'est pas pour faire peur, mais si je le fais dans l'autre sens, finalement, à un moment, je deviens obsolète. Parce que je n'ai pas grandi et je n'ai même pas automatisé ce que je sais faire. Ce que tu pointes, c'est et ce que je délègue, c'est est-ce que je délègue ce que je n'aime pas faire, ou ce que je délègue ce que j'aime faire. Ça, c'est une conversation que j'ai tout le temps en RH avec les managers. C'est déléguer, ça veut pas dire donner ce que tu n'aimes pas faire. Et donc toi, tu dis faut automatiser le maximum de choses automatisables, mais dans ces choses qui sont, tu vois, automatisables comme les présentations, etc. Il y a des choses qui te nourrissent en tant que personne. Il y a des gens qui adorent ça. Et donc, on le sait très bien, on est productif dans une tâche et dans une journée quand on fait des choses qui nous nourrissent et qui nous énergisent. Donc, si par exemple, tu demandes à quelqu'un qui adore faire des presses, de plus faire les presses, de les automatiser, de les filer à une AI, et à côté de ça, de récupérer le temps qu'il vient de récupérer pour aller parler aux autres, peut-être que cette activité d'aller parler aux autres, elle va pas du tout l'énergiser et ça sera contre-productif. Je suppose que vous faites ce que vous pouvez comme vous pouvez. Comme la gestion du temps. Tu vois, la gestion du temps, moi, il y a plein d'interviews où les gens me disent « Je gagne du temps, je gagne un temps fou, je gagne au moins 1 ou 2 heures par jour. » Question, qu'est-ce que tu fais de ces 1 heure à 2 heures par jour? Ah ben, je bosse. Et je suis curieux et je m'informe. Et donc, personne n'a encore dit « Ah non, mais attendez, 2 heures par jour fois 5 fait 10 heures. Ça veut dire qu'on pourrait travailler en 4/5e avec l'IA. » Est-ce qu'on peut se dire qu'on passe tout ça, tu vois, la semaine de 4 heures et qu'on se libère du temps pour aller se nourrir d'autres choses ou pas? Mais ça veut dire quoi, se nourrir d'autres choses? Tu vois, les gens qui me disent « Moi, je gagne du temps », je continue à communiquer avec l'IA parce que j'apprends des choses. En fait, tu soulèves un point qui est très important et souvent, il y a une zone un peu grise que j'aimerais soulever, c'est le fait d'aimer et de maîtriser. Ce sont 2 concepts qui sont complètement différents, mais qui sont liés. D'accord? Parce que tout dépend de qu'est-ce que tu aimes. Parce que on reprend l'exemple du PowerPoint. On dit, PowerPoint, il y a des gens qui adorent être dans les PowerPoint et voilà, et passer du temps à designer, etc. Alors, est-ce qu'ils aiment le côté créatif que ça engendre ou est-ce qu'ils aiment le fait qu'ils maîtrisent et que les gens disent: «Oh, tu maîtrises!» Maîtrise la situation. Et donc, et c'est pour ça que c'est une invitation à l'introspection. Et plus la technologie se développe, plus c'est une invitation à l'humain et à se développer davantage. Et se développer davantage, c'est se questionner sur nos propres croyances, se questionner sur nos propres limites et limites qu'on se fixe et aller affronter notre peur. Et donc, du coup, en termes de soft skills, tu dirais que ça va redistribuer les cartes, si je t'entends bien. Mais quelles sont les compétences que ça développe? Du coup, d'avoir cette autre intelligence à ses côtés, qui est une espèce de béquille. Comment ça nous aide? Alors, au-delà de l'aspect créatif, je suis d'accord, et ça nous aide aussi beaucoup à remettre en question, je trouve, parce que du coup, ça fait partie de notre communication. Quand tu poses une question à une intelligence artificielle, tu as envie de reposer une autre question derrière. Donc, je trouve que les gens développent un sens un sens critique un tout petit peu plus approfondi. Oui, je dirais le sens critique, ça me parle et je dirais la prise de recul, en fait. C'est une prise de recul et de sortir du rôle d'exécutant et passer vers un rôle de créateur. C'est très différent. Créer et exécuter. Et donc on disait souvent avant, la différence se fait dans l'exécution. Mais il y a de la création dans l'exécution.
Donc l'exécution, quand tout est et c'est quoi un process? C'est quoi un framework? C'est quoi? C'est quelque chose qui a été exécuté plusieurs fois et dont la réussite a été prouvée plusieurs fois et donc on en crée un framework et ça, on le donne à l'IA. Mais il y a de la création, c'est la création qui va trouver ces solutions-là. Donc on va chercher l'humain, il est tout le temps là à chercher des solutions. On a cherché des solutions, des des habits, des maisons, des l'IA pour et donc on est des créateurs. On crée des êtres humains. Tu te rends compte, les mamans, on crée des êtres humains. C'est formidable. On est des créateurs. Donc se reconnecter à ce rôle de créateur, plutôt que voilà, juste, simple exécutant. Donc c'est une invitation à cette croissance-là et je trouve que oui, ça nous reconnecte à ça et typiquement, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas une très grande équipe et aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses grâce à l'IA et ce que je donne à mes équipes, c'est souvent des choses créatives, c'est souvent des choses humaines et l'IA m'aide à faire, ben, à en fait, à arrêter d'être dans ma tête. Voilà et de me mettre au travail. Parce que souvent, on était souvent dans notre tête, on disait: «Bah, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Si je fais ça, comment ça fonctionne?» Et en fait, quand tu discutes avec l'IA et te dit: «Bon, bah, fais 1, 2, 3, 4, 5», à partir de tes idées, ben, tu les testes, tu apprends, peut-être tu réussis, peut-être tu échoues, mais dans tous les cas, tu apprends. Et je trouve que c'est une invitation à aller dans l'action, beaucoup plus que dans la réflexion. Donc toi, tu dis à tous les procrastineurs, professionnels, utilisez l'IA. C'est ça ton conseil. Alors, je dis Utilisez l'IA utilisez l'IA parce pas que pour ça vous peut continuer à procrastiner, pas pour continuer à penser, mais pour vous mettre dans l'action. Utilisez-la pour vous mettre dans l'action. Si tu avais un conseil, un jeune manager, un jeune entrepreneur de, tu vois, 25-30 ans, sa première aventure entrepreneuriale, évidemment, l'IA est au cœur de son quotidien, mais pour garder son why et gagner son leadership en créant une équipe, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour balancer entre tech et cerveau humain? Oui. Alors, je dirais d'abord d'utiliser, on a dit durant cet échange, d'utiliser l'IA pour foncer, pour se mettre dans l'action. Donc ne plus se dire: «Oh ben, aujourd'hui, j'ai besoin de lever, 10 000 000 € ou 20 000 000 € pour pouvoir recruter une équipe de 200 personnes, pour pouvoir ensuite, créer toute une organisation qui va faire que je vais aller à la rencontre de mes clients, aller leur parler». Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire un peu tout seul, même pour démarrer. Donc tu n'as pas spécialement besoin, d'être soit dans la solution, dans la recherche de solutions. Donc c'est une invitation à être dans la recherche de solutions, dans l'invitation, à être dans la recherche de ce que tu veux apporter et être en contact avec les personnes que tu veux aider. Et ça, en fait, c'est le cœur de la valeur qu'apporte l'humain. C'est ton business, c'est de répondre à des besoins d'humains. C'est eux qui vont te payer. Donc, passe plus de temps à voir quel est le problème de ces humains et comment je veux les résoudre et pourquoi mon histoire personnelle me pousse à vouloir me concentrer sur ça, sur vouloir résoudre ça. Toi, perso, tu l'utilises comment? Tu nous partages c'est quoi ton utilisation? Alors j'aime bien aussi poser la question de tu une relation, si tu lui as donné un petit nom, comment c'est quoi ta relation avec ton outil, ton LLM? Ça me fait sourire ce mot relation, ça me rappelle un film que j'avais vu il y a longtemps qui s'appelle Her. Her. Ah oui, bah oui, absolument. Tout le monde un indispensable, indispensable. Il y avait Her et il y avait aussi une série, alors celle-là, elle est beaucoup moins connue, c'était une série suédoise qui s'appelait Humans et c'était des humanoïdes. Donc des humains qui prennent la forme de l'humain et qui vont travailler, mais en fait, ce sont des robots et qui sont rechargés, qui travaillent 24 heures sur 24. C'est absolument formidable. Alors comment j'ai repensé, comment j'utilise l'IA? Bah, déjà, je trouve que l'IA pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment formidable. Parce qu'avant, ben, je suis maman de 2 enfants en bas âge, donc 2 ans et 4 ans et demi. Et ce que je peux faire en une journée, aujourd'hui, je l'aurais jamais fait en une journée il y a quelques années. Jamais. Ou alors, j'aurais dû investir un maximum. Alors, donc je trouve que ça permet, ben, ça permet cet équilibre quand on le souhaite, entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça me le permet et moi je suis alors
j'ai ma tête qui va dans tous les sens. Tous les sens. Alors, pour organiser la tête des autres, ça, je suis très bien. Et en fait, c'est du mirroring. J'aide les gens qui me ressemblent. Mais sur ma tête, j'aime bien le matin, quand je m'assois et je me dis: «OK, j'ai ça, 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 ça à faire. C'est quoi mes priorités?» et cetera. Et puis je dis: «Bah, qu'est-ce que je peux automatiser par l'IA? Qu'est-ce que je procrastine que l'IA pourrait m'aider à faire?» Tu lui demandes le matin. Donc tu lui dis: «Salut chat, c'est quoi ma priorité ce matin?» Alors non, je lui dis: «Voici mes priorités. Mmh. Comment tu peux m'aider à ne pas procrastiner?» Moi, je suis comme toi. Alors, du coup, je fais pas d'anthropomorphisme, j'en suis pas là, mais du coup, j'aime le côté salut chat et qui me dit comment ça va ce matin, Barbara? Ben, je vous dis ça va bien, merci et toi? Aucun intérêt de lui demander comment il va. Mais ça me fait, voilà, ça me met dans le mood. Et puis c'est comme ça, c'est ma nature, je pense. Et donc, ça m'intéresse de poser cette question parce que tu as effectivement les gens qui ont un esprit extrêmement pragmatique et qui te disent non mais ça ne sert à rien de converser avec lui, c'est que des mathématiques, donc en fait ça ne sert à rien. Et d'autres qui ont voilà, comme toi, comme moi, qui ont une partie qui ont déjà pas mal d'empathie et puis qui travaillent avec l'humain au quotidien, qui aiment bien avoir des conversations et poser des questions. Et il y en a même qui vont jusqu'à se faire coacher, etc. Et donc, il y a un épisode où on parle d'introspection là, Elisabeth Mouchy, où effectivement, elle dit, en fait, j'ai commencé à avoir une vraie conversation parce que je me faisais coacher personnellement et j'avais envie de faire des résumés et en tout cas de garder le contenu de ces conversations. Et elle dit, quand je rentre les conversations, en fait, ChatGPT me revient avec une perspective auquel je n'avais pas pensé. Donc, elle a fait un double coaching, donc avec un humain, et ensuite elle prenait des notes, elle met ses notes dans l'outil, et donc là, l'outil lui réorganise les notes. C'est exactement ce que tu dis, ça réorganise les notes et donne une perspective un peu différente. Donc ouais, mais encore une fois, tu vois, je pense que je suis pas sûre que un mathématicien ou en tout cas même les ingénieurs qui bossent derrière l'IA l'utilisent comme ça, dans un souci de remise en perspective. On sait jamais. On sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas, ils nous le disent pas tôt. Ah, exactement. Si tu avais un conseil à des étudiants aujourd'hui, un conseil à donner à un étudiant qui veut faire, pas tout à fait ton métier parce qu'il faut beaucoup d'expérience, etc. Mais plus un métier de conseil stratégique. Alors, je lui dirais: «Développe ton esprit critique». Super important. Il y a des matières, qu'on faisait à l'école. Je trouve qu'on leur accordait pas assez de place. On accordait beaucoup de place aux mathématiques, à la physique, aux sciences, comme moi, et un peu moins à la philosophie, à en fait, ces matières-là, elles deviennent de plus en plus importantes. C'est développer esprit critique. On te donnait un texte, je sais pas quoi, et fallait développer ton esprit critique là-dessus. Parce que, en fait, toute carrière qu'on va faire, c'est un cheminement dans notre rôle d'humain. Donc, il y a pas je ne sais pas si mon métier, va exister ou pas. Je ne me pose pas la question parce que moi-même, j'évolue constamment. Le métier que je faisais quand j'étais consultante en stratégie, elle a beaucoup évolué par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, les PowerPoint, j'en utilise presque pas, ou alors, quand j'utilise avec mes clients, j'ai dit: «Ben, en fait, j'ai structuré mes idées et j'ai utilisé l'IA pour ça». Je n'ai aucun problème. Donc je trouve que nos métiers évoluent tous, tout type de métier évolue, que ce soit le médecin aussi, son rôle va évoluer avec les diagnostics beaucoup plus avancés, avec tous les métiers vont évoluer, ce n'est pas le sujet. Bien sûr qu'il faut étudier, bien sûr qu'il faut aller à l'école, bien sûr qu'il faut rencontrer les gens. Maintenant, peut ce que je dirais, c'est de ne pas se contenter de ce qu'on nous apporte à l'école. Parce que tout avance tellement vite et je n'ai pas l'impression que l'école avance aussi vite en termes de ce qu'on apprend aux enfants. Donc il y a l'éducation qui est formelle et puis il y a l'éducation informelle. D'aller, être curieux, apprendre à apprendre, apprendre à apprendre, je trouve que ça, c'est génial. Parce qu'on va continuer à apprendre toute notre vie. Donc la qualité à développer, ça serait d'apprendre à apprendre. Et plus on apprend à apprendre,
et plus on peut s'adapter. Et quand on dit, par exemple, entrepreneuriat, demain, cette activité se termine, il n'y a pas de demande, et cetera, je créerai autre chose. Aucun problème. Parce que j'ai développé les qualités humaines, la résilience et puis, cet esprit critique pour aller chercher des solutions à des problèmes qui me parlent. Et donc c'est en fait, le business, c'est ça, c'est aller chercher des solutions à des problèmes. Donc aujourd'hui, ça peut être sous la forme d'un conseil, consultant en stratégie, demain en leadership, après-demain sous la forme d'un outil, peu importe la forme que ça prend. Ce qui est important, c'est de développer les capacités critiques pour pouvoir répondre à des solutions et de travailler et traverser ces émotions. Merci beaucoup, Laïla, pour cette super conversation qui nous a fait beaucoup réfléchir, va nous faire automatiser nos priorités et arrêter de procrastiner. Mais en tout cas, pendant cette interview qui nous a fait beaucoup réfléchir, un grand merci. Alors à tous, si vous voulez en savoir plus sur le livre qui sortira très bientôt au printemps 2025 de Laïla Lababi, suivez-la sur LinkedIn. Son nom sera dans les commentaires. Et de cette conversation incroyable, retenez 3 choses. 1. L'IA ne remplace pas notre conscience. Bien utilisée, elle permet de sortir de la procrastination, de structurer ses idées et de passer à l'action. Mais elle ne remplace ni l'introspection, ni la responsabilité personnelle du leader. 2. Le purpose précède la vision. Les leaders inspirants sont ceux qui prennent la responsabilité du changement sans attendre que le système ni l'IA changent pour eux. 3. Automatiser l'opérationnel pour libérer l'humain. L'IA peut lisser la rapidité d'exécution, mais ce qui fera la différence, c'est la personnalité du fondateur, l'alignement de l'équipe et la capacité à créer de la valeur humaine dans tout l'écosystème. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous êtes curieux de l'IA, de ses effets bons ou flippants sur nos jobs et sur nos vies, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toute la différence. Et en attendant que l'IA prenne notre place, travaillez bien.